Le direct a été lancé, non? Non, pas encore. Ah, ok, parce qu'il me dit que vous êtes en direct. On est live. On est en live. Il y a des participants qui disent qu'il n'y a pas de son. Oui, je crois que c'est parce que j'ai pas encore lancé le live officiellement. Ah, d'accord. Parce que sinon, Ils ont peut-être l'image. Le direct est lancé dans le chat. Mel pourra nous rejoindre après pour l'échange, sinon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous voit et on vous entend. Ah, bah très bien. Il ne faut pas dire de bêtises. Du coup, ça a commencé automatiquement. Donc, bonjour et merci de se présenter ce matin pour le premier live du matin de Quoi de neuf dans l'édition. Donc, c'est le premier temps ce matin sur 48 qui ont été pensés un peu comme des boussoles pour comprendre et appréhender, se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse. Donc, plusieurs axes sont à l'honneur au cours de cette journée. Le lancement des collections, des labels et des séries, la mise en avant d'autrices et d'auteurs émergents et des nouveaux talents. Des nouvelles maisons d'édition à découvrir, des avant-premières de collections à venir en 2026. Et bien sûr, vous pourrez retrouver ce webinaire en replay dès la fin de la diffusion sur la plateforme Wizambly. Si j'ai besoin de le rappeler, ce webinaire se tient dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la presse jeunesse qui aura lieu à Montreuil, au Paris Montreuil Expo du 26 novembre au 1er décembre. Donc, moi, je m'appelle Julia. Je suis là pour faire la modération sur ce live, donc, qui est consacré aux nouvelles plumes de la littérature ado. Donc, voilà, moi, je vais laisser la parole aux intervenants en espérant que Nel pourra nous rejoindre assez rapidement. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et il y aura un temps à la fin du webinaire, environ 10 minutes avant la fin, pour que je puisse récapituler les questions et les poser à l'oral directement aux participants, aux intervenants. Donc voilà, merci. Je vous laisse vous présenter en commençant peut-être par Yasmine. Alors, je vais me permettre de prendre la parole avant toi, Yasmine, parce qu'on va te la donner juste après. Bonjour à toutes et à tous. On est très ravis d'être avec vous ce matin. Ce live est dans le cadre de la sortie du tome 2 de En quête d'un grand peut-être, qui est publié par les éditions du Grand Peut-être que Nathan Lévesque et moi-même représentons. Nous sommes les auteurs de ce nouveau livre dédié à la littérature ado, donc on va vous en dire un peu plus tout au long de cette matinée. Mais on est aujourd'hui accompagné par, alors pour l'instant, 2 autres personnes et une troisième qui arrive. Donc en effet, Yasmine Djebel, qui est autrice, qui a publié son premier roman il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, chez Rajo. 2 maintenant. Et à vérifier, mais et qui va nous parler aussi de la suite. On sera accompagné plus tard de Nel Gallet, qui est aussi autrice et pour le coup toute débutante puisqu'elle publie son premier texte, une nouvelle En quête d'un grand peut-être tome 2, suite à un concours qu'on a organisé avec le magazine maintenant en ligne Phosphore, qui est représenté donc par Victoria Jacob. Bonjour. Et voilà, Nathan, je te laisse la suite sur présenter de quoi on va parler aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, on va parler des nouvelles plumes de la littérature ado. Donc nous, dans le tome 2 d'Enquête d'un grand peut-être, il y a plein de façons dont on les présente, dont on va un peu vous parler tout au long de ce webinaire, à commencer par ce fameux concours. C'était important pour nous de le faire parce qu'on essaye depuis le début de l'aventure Enquête d'un grand peut-être. Donc Enquête d'un grand peut-être, c'était d'abord un tome 1 qui est sorti il y a 5 ans, en 2020. C'est celui-ci. Et depuis le début, on essaye de représenter à la fois la littérature ado sous ses grandes plumes, ses incontournables, ses auteurs et autrices qui ont marqué le genre,
mais aussi par les nouveaux talents qui émergent. Et de plus en plus, aujourd'hui, c'est de plus en plus vrai, on a des talents qui émergent, qui ont vraiment grandi dans la littérature ado, qui ont baigné dedans, qui l'ont lu, qui l'ont consommé et qui ont voulu en écrire suite à l'avoir lu, ce qui marque un réel changement par rapport à ce qui se passait avant, où on avait plutôt des auteurs et autrices qui avaient grandi sans littérature ado, parfois même avec une littérature jeunesse encore assez mince. Et aujourd'hui, il y a vraiment un changement là-dessus. Et en plus, on a toute une génération de jeunes auteurs et autrices qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui échangent, qui ont des communautés de lecteurs, mais aussi d'auteurs et d'autrices entre eux, qui s'entraident. Donc voilà, c'était super important pour nous de parler de cette thématique-là. Et ce matin, ça nous semble vraiment parfait pour embrayer sur le SLPJ et sur cette journée de webinaire dans laquelle plein de nouveautés et de nouveaux auteurs sont présentés. Et donc, on va commencer par te poser des questions, Yasmine. Donc, toi, tu as publié, alors j'ai retrouvé la date exacte, c'était début 2023. Mais bon, ça fait presque 3 ans, on est bientôt en 2026. Donc, c'était ton premier roman qui s'appelle Sirem et l'oiseau maudit. Et on va reparler plus tard d'un autre concours d'écriture que celui qu'on a lancé. Mais toi aussi, il me semble que ce livre a été publié suite à un concours d'écriture dont tu as été lauréate. Est-ce que tu peux nous parler de ce roman et de comment tu es arrivée à sa publication? Du coup, Sirem et l'oiseau maudit, c'est un roman de fantasy qui est inspiré des contes et des légendes d'Algérie, avec lesquelles j'ai mélangé d'autres types de légendes et d'autres. Ça a été influencé aussi par d'autres livres que j'ai lus dans ma jeunesse. Du coup, j'ai travaillé sur ce manuscrit pendant 1 ou 2 ans. Et il se trouve que. Alors, Rajo avait fait un concours de premier roman en fantasy, mais j'ai découvert la maison d'édition grâce à l'association Diveka. Donc, Diveka avait fait un premier concours en partenariat avec Rajo pour des nouvelles sur l'identité. Et du coup, j'en ai envoyé une. J'ai été finaliste, mais elle n'a pas été publiée dans ce recueil. Et c'est là que j'ai découvert, entre guillemets, Rajo par l'association Diveka. Je me suis dit, c'est une maison d'édition dont j'aime les valeurs. Du coup, quand ils ont proposé un concours, j'ai du coup soumis un roman, et du coup pas une nouvelle, qui est Sirem et l'oiseau maudit. Est-ce que tu peux nous dire peut-être c'est quoi Diveka pour ceux qui ne connaissent pas? Diveka, c'est une association qui lutte pour la diversité dans l'imaginaire, dans la littérature jeunesse. Et d'ailleurs, en ce moment, ils font un partenariat avec la Charte, avec un mentorat pour les auteurs et une sorte de... un mentorat, en fait. Super. Est-ce que tu veux que je pitche le roman Oui, avec plaisir, on aimerait bien entendre un peu. Donc, Sirem et l'oiseau maudit, c'est l'histoire de Sirem, qui est une orpheline de guerre, mais qui vit avec son père adoptif qui s'appelle Ziri, et ils tiennent une grande bibliothèque. Sauf qu'un jour, Sirem va faire une grosse bêtise, et son père va finir en prison par sa faute. Elle va croiser sur sa route un drôle d'oiseau qui va lui proposer un pacte. Il va lui dire si tu m'aides à retrouver ma forme humaine, si tu m'aides à lever ma malédiction, je t'aiderai à libérer ton père. Mais est-ce que Sirem peut faire confiance à l'oiseau maudit? Faut lire. Et tu as parlé de Diveka et tu m'avais raconté aussi quand je t'avais interrogé, quand j'avais écrit mon livre sur Ewilan, sur les traces d'Ewilan chez Rajo, justement, tu m'avais raconté longtemps, tu as dit en fait que tu n'avais même pas pensé au fait d'être publié puisque tous les auteurs que tu lisais étaient des hommes blancs plutôt plus vieux. Ouais, ça m'a un peu déconnectée de la littérature de fantasy notamment. Si vous voulez, j'ai une grande période comme tout le monde entre 8 et 18-20 ans à lire énormément de littérature jeunesse, plus de la littérature de fantasy, grande fête de fantasy comme tous. Et en fait, j'ai un peu décroché vers 20-21 ans et j'arrivais pas à trop savoir pourquoi. J'en avais marre je pense que je commençais à comprendre, je l'ai pas compris tout de suite, mais de voir les mêmes héros, les mêmes schémas. Savoir que la fantasy, en fait, ça a un peu deux faces. Comment dire, on peut tomber dans le conservatisme, dans le folk nationalisme et reprendre en fait
des systèmes d'oppression qu'on a dans notre monde. Et en même temps, ça permet de développer, de réfléchir sur énormément de choses et des critiques de cette société. C'est vraiment une vision du monde. Et je pense que j'ai été habituée à avoir que l'autre face. Et ensuite, du coup, je me suis plutôt focalisée sur des lectures d'essais. Franchement, j'ai lu énormément de littérature blanche et des essais. Et un jour, je suis tombée sur un podcast qui s'appelle Kif Taras, qui est animé par Rokhaya Diallo et Grace Lee. Et ils avaient interrogé du coup Laurent Safo. Et ils parlaient de représentation dans l'imaginaire et des récits qui nous avaient façonnés. Et ça m'a vraiment... de par en fait toutes les réflexions que j'avais de ces lectures d'essais, etc., je me suis remis dans l'imaginaire et à voir un peu ce que je consommais, voir que ça avait quand même beaucoup changé depuis mon enfance. Mais il n'y avait toujours pas une représentation de ma culture et positive de ma culture, sachant que, alors moi je suis franco-algérienne, et c'est pas le problème qu'on n'est pas représenté, c'est qu'on est surreprésenté. On est surreprésenté dans les médias, on est surreprésenté dans les discours politiques. Et moi j'avais besoin de reprendre le contrôle de ce narratif de par la littérature jeunesse. Parce que faut savoir que maintenant, les jeunes, ils sont beaucoup sur TikTok, sur Insta, c'est la première source d'information. Et ils voient tous les jours des nouvelles assez violentes, que ce soit des images par rapport aux événements internationaux, de voir des corps qui nous ressemblent, des cas, entre guillemets, qui nous ressemblent, et puis des politiques qui n'ont que le mot immigration à la bouche. Et là, récemment, des menaces de mort avec ce qui s'est passé devant un collège à Toulouse. Et alors, c'est peut-être une petite goutte dans l'océan, mais c'est de mettre une histoire positive pour les façonner, pour leur dire qu'ils ont un avenir, que leurs récits ont de la valeur et qu'ils puissent s'imaginer comme héros de légendes et de mythes, et pas que la chair à canon pour les politiques. Et alors, je vais essayer de lancer un petit le PDF du livre, mais je vais essayer ça. Donc, tu publies avec nous une nouvelle dans En quête d'un grand peut-être, mais tu publies aussi à la rentrée d'hiver, là, en janvier, un nouveau roman. Est-ce que tu veux aussi nous en parler? Alors, mon nouveau roman, c'est Le Talisman des 4 dragons. Pas grand-chose, mais... Ouais, je dois les recevoir aujourd'hui, les exemplaires, mais du coup, pas ce matin. Un grand jour. Alors, du coup, faut savoir que quand j'ai écrit Sirem, c'est marrant parce que ça m'a fait un petit peu la même chose que moi quand j'étais jeune. Alors, je divague un peu, mais je vais revenir au point du talisman. C'est que j'avais pas beaucoup de choses à montrer de positif de ma culture. C'est-à-dire qu'en Algérie, il y avait, il y a eu la guerre de libération, ensuite la guerre civile. Enfin, c'est un passé qui est vraiment très, très violent. Et je me souviens d'un film que j'avais découvert de Lies Salem qui s'appelle Mascarade, Masrala en arabe. Et c'est juste une comédie, en fait, une comédie familiale qui m'avait vraiment fait rire. En plus, c'était tourné dans une ville d'où viennent une partie de ma famille et tout. Et voilà, c'était juste une aventure avec des personnages qui parlaient du coup l'algérien et c'était vachement drôle, avec une histoire d'amour. Et du coup, ce DVD, je l'ai fait voir à toutes mes amies. Vraiment, j'étais tellement contente qu'il y a un truc positif. C'est pas un truc qui parle de guerre, que ce soit pas... et je me souviens de ce sentiment-là. Et du coup, j'ai voulu faire ça avec Sirem, vraiment un objet où on se dit, voilà, regardez comment ma culture, elle est belle, comment on peut faire quelque chose de sympa. Et en fait, en dédicace, comme le roman Sirem, il est à partir de 12 ans, même si j'ai beaucoup de lecteurs adultes, en fait, j'ai eu beaucoup de retours assez positifs, assez aussi de, qu'on appelle trauma dump, de gens qui me racontaient vraiment à quel point ils souffrent de cette surreprésentation dont j'ai parlé. Donc c'était un peu difficile quand même. Et il fallait aussi défendre son bout de gras en conférence où je me sens un peu seule dans cette représentation d'une double culture. Et à force, je dédicaçais. Et à force, je voyais, pas à force, mais je voyais beaucoup de gens, en fait, notamment de parents, qui me demandaient s'il y avait des livres pour un peu plus jeunes, parce que 12, c'est quand même c'est 400 pages pour un format ado, pré-ado, ado.
il me disait à chaque fois, est-ce que vous avez quelque chose pour plus jeune, pour plus jeune? Du coup, moi, je leur montrais, moi, j'ai pas encore, mais enfin, j'ai pas. Mais il y a mes collègues à droite et à gauche qui ont du plus jeune. Et ils me disaient, non, on veut du plus jeune comme ça. J'ai compris qu'il y avait une vraie demande pour un, un roman qui serait issu, pareil, de cette même double culture pour ce public-là. Et j'avoue que bon, j'ai attendu, je me suis dit, bon, est-ce que peut-être que quelqu'un va le faire, je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas porte-drapeau de toute une communauté. Et au final, bon, je me suis dit, allez, tant pis, je me lance. Du coup, j'ai essayé de mélanger culture manga et conte cette fois. Je voulais pas rester dans un sirem, c'est assez pur au niveau de la matière. Et ensuite, je voulais montrer qu'on peut aussi mélanger plein de choses. Moi, j'ai beaucoup grandi dans cette culture manga et j'aime bien montrer que, certes, on peut s'inspirer d'éléments culturels, mais on peut aussi s'inspirer de plein d'autres choses avec lesquelles on a grandi. Et du coup, je reviens au pitch. Tu me dis si tu as d'autres questions et je parle trop. Non, c'est très bien, ça nous donne très envie. On reviendra peut-être si on a le temps sur ta nouvelle un peu après, mais Nathan va prendre la suite maintenant. Donc nous, du coup, un peu comme les concours dont Yasmine parle, on voulait aussi, dans le tome 2 d'Enquête d'un grand peut-être, donner à voir de nouvelles plumes. Donc on l'a fait avec plein de nouvelles. Comme dans le premier tome, il y a des nouvelles d'auteurs et d'autrices confirmées et aussi de plus jeunes plumes. Donc par exemple, Yasmine a écrit une nouvelle d'Enquête d'un grand peut-être tome 2. Il y a aussi dans les plus jeunes plumes, par exemple, Clara Hérault qui a publié son premier roman il y a 2 ans également. Voilà, donc on voulait donner à voir des plumes pas que confirmées et pas que les plus connues d'entre elles, mais aussi des nouvelles plumes. Et pour ça, on voulait également, dans nos rêves les plus fous, révéler une nouvelle plume. Donc pour ça, on a eu l'idée de lancer un grand concours de nouvelles qui avait pour but de publier la nouvelle d'un auteur ou d'une autrice qui n'avait jamais publié, éventuellement des nouvelles ailleurs, mais en tout cas jamais de roman, jamais de livre en son nom propre. Et pour ça, on a voulu s'associer avec un partenaire qui est donc Phosphore, parce qu'on voulait un média qui parle aux jeunes, qui permette de toucher directement des jeunes lecteurs et lectrices et des jeunes auteurs et autrices. Et voilà, le but du concours était aussi de publier de quelqu'un. On a fait une fourchette assez haute quand même, mais de moins de 35 ans, pour vraiment donner la parole à ces jeunes plumes. Donc on va, j'espère, réussir à avoir ensuite Nel Gallet, qui a un peu de mal à se connecter, mais qui est la lauréate du concours. Mais peut-être, avant que, j'espère, elle nous rejoigne, on peut en tout cas discuter avec Victoria. Donc Victoria Jacob, tu es rédactrice en chef de Phosphore. Est-ce que d'abord, peut-être tu peux nous représenter rapidement Phosphore, d'autant plus qu'il a récemment connu un très grand changement, et après nous dire pourquoi ça vous semblait important de vous associer à ce concours? Oui, bonjour à tous. Phosphore, c'est un magazine historique de Bayard Jeunesse qui existe depuis les années 80, qui a toujours été un magazine papier, print. Mais depuis quelques années, le print et les ados, c'est quand même extrêmement compliqué. Voilà, ils lisent de moins en moins, ils s'informent de moins en moins sur le papier. Donc, du coup, on avait des chiffres d'audience fatalement qui allaient dans le même sens, qui chutaient. Donc, on a pris la décision en janvier l'année dernière de tout basculer en digital avec un projet qui est assez novateur parce que c'est envoyé, donc l'abonné reçoit toutes les semaines son magazine par SMS, WhatsApp ou mail. C'est pensé pour être lu sur un téléphone. Ça mélange à la fois la vidéo et le texte. On n'abandonne absolument pas la lecture. J'aurais pu préparer une petite, mais voilà, c'est super. Ça fonctionne en swipe and scroll. Et du coup, il y a à la fois du texte qu'on peut scroller. Donc, il y a toujours de la lecture. Il y a toujours des articles. Et il y a aussi de la vidéo, puisqu'on sait que c'est un peu comme ça qu'on arrive à séduire nos lecteurs. Donc, on essaye de mêler, mais surtout de continuer à les faire lire. Alors là, à mon avis, tu es sur un écran qui ne se scrolle pas. Oui. L'écran. Et du coup, vous avez été victime de mon... donc voilà, donc c'est une petite révolution à la fois chez Bayard Jeunesse, parce que c'est la première fois qu'on fait un magazine un peu comme ça et qu'on sort un peu de nos clous. Et puis, parce que c'est des usages qui ne sont pas encore très dans l'air du temps.
de proposer un magazine pour ados sur abonnement, du coup, voilà, de façon digitale. Donc, ça prend un peu de temps et tout, mais nous, on est hyper contents de le faire. Et pour répondre à ta question, Nathan, pourquoi c'était important pour Phosphore de participer avec vous à ce concours? Alors d'abord, il y a deux trucs. Il y a un truc très perso, c'est parce que moi, avant d'être à Phosphore, j'ai travaillé à Jeux-Booking, où j'ai rencontré Nathan et Tom en leur confiant une chronique littéraire. Et que dans Jeux-Booking, il y a un grand concours d'écriture qui s'appelle le concours Jeunes Écrivains, alors qui est réservé aux 12-15 ans, mais dont je me suis occupée pendant longtemps et j'ai adoré lire tous les textes envoyés par les participants. Alors, il y en avait qui étaient un peu forcés par leurs profs, donc c'était plus ou moins bien, mais il y en avait vraiment qui étaient, voilà, on a lu des trucs vraiment incroyables et j'adorais, c'était énormément de travail parce qu'il y avait plus de, je crois qu'on était à 2000 réponses, donc ça faisait un sacré paquet de textes, mais c'était hyper intéressant. Voilà, donc du coup, j'avais cette historique-là, avec la littérature jeunesse, avec les concours. Et donc, dans Phosphore, ça n'existait pas encore. Mais voilà, ça m'intéressait et je trouvais que c'était complètement aligné avec la mission qu'on a à Phosphore d'accompagner les ados dans leur construction, dans leur construction personnelle, leur choix, leur passion, etc. Et que la littérature, c'est un super outil pour ça. Aussi parce que je trouve que c'est important de valoriser la créativité et que même si on n'est pas hyper fort, même si moi je pense que je suis une bonne journaliste, je suis une auteure nulle. Enfin voilà, moi je ne sais pas écrire d'histoire, je ne sais pas faire comme Yasmine. Voilà, donc, mais je trouve que c'est intéressant de s'y frotter, en tout cas d'essayer. Donc voilà, on voulait vraiment valoriser ça et puis mettre un peu la lumière sur toute la richesse, je trouve, de l'imaginaire des adolescents, en fait. Donc, je trouvais intéressant voilà, de mettre le focus sur un auteur qui n'était pas confirmé, et puis de se dire qu'il pouvait participer dans un espace bienveillant, que le jury était extrêmement sympa, puisqu'il est composé de Tom Nathan. Mais voilà, que du coup, c'était pas compliqué à faire et qu'on avait le droit d'essayer. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit oui assez rapidement, même tout de suite. Et ça nous a fait très plaisir aussi. Alors, Nel, on t'entend ou pas du coup? Parce qu'on n'a pas ton image, ça c'est sûr. Non. Parce que bon, on va réessayer. Non, on t'entend pas, Nel? Ok, alors on va réessayer. Je vais essayer un truc après, je vais essayer de l'appeler, de la mettre en haut-parleur. C'est les aléas du direct, mais on va le tenter. Peut-être juste en attendant que je tente cette chose-là, est-ce que Victoria, tu peux aussi, pour compléter ton propos, nous raconter peut-être dans Phosphore comment vous parlez de lecture, quelle place a la littérature ado, enfin voilà, est-ce que c'est une thématique importante pour vous de manière générale? Alors, c'est carrément une thématique hyper importante pour nous. D'abord pour moi, parce que j'adore lire. Donc, je force un peu mes équipes de temps en temps à dire « Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de littérature ». Non, on a des chroniques culture de toute façon dans chaque numéro. Donc, il faut qu'on arrive à jongler entre littérature, jeux vidéo. Dans littérature, moi, je mets aussi manga, BD, etc. Parce que pour moi, lire, c'est lire. Donc, à partir du moment où c'est l'objet livre, ça fonctionne. Mais du coup, on a des chroniques régulières qui sont faites soit par une pigiste, donc qui est spécialisée en littérature et qui est en contact avec de nombreux éditeurs et qui reçoit des romans, soit par moi, quand j'ai un petit kiff sur un roman qui arrive et que je veux me garder cette petite prérogative de Red Chef. Je dis celui-ci est pour moi. Voilà. On l'aborde aussi vraiment par, j'allais dire, je sais pas, la curiosité et la diversité. On essaye vraiment d'aborder tout style de littérature à partir du moment où ils font vibrer les ados et où on pense que ça va résonner chez eux. Voilà, pour nous, qu'ils soient drôles, engagés, fantastiques, réalistes, de vie quotidienne, etc. Voilà, pour nous, il n'y a pas de critères excluants. Voilà. Il faut quand même toujours que ce soit en lien avec leurs préoccupations. Il faut que ça soit miroir, quoi. Il faut qu'un ado puisse s'y retrouver, se voir un peu dans ce roman et que ça lui parle.
Et puis, il faut que ce soit, quand on en parle, en tout cas, nous, quand on fait nos chroniques, parce que j'aime pas dire critiques, quand on fait nos chroniques de romans, moi, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas un jargon un peu critique, que ce soit vraiment des recommandations. L'idée, c'est que ce soit accessible. C'est pas des experts, enfin voilà, les gens qui lisent Phosphore, ils sont pas spécialement experts en littérature, donc il faut qu'on leur donne envie. C'est un âge où parfois ils lâchent un peu la littérature et contrairement à Je Bouquine qui est spécialisé vraiment littérature et qui va chercher des ados qui adorent lire, sur Phosphore c'est plus la grande actu, le lycée, l'orientation, etc., dans lequel on veut remettre de la littérature. Mais du coup, pour moi, il y a cette importance que ce soit très accessible et qu'on n'ait pas l'impression que ça va être un enfer à lire ou trop compliqué ou trop loin de nos lecteurs. Ça marche, bah, merci beaucoup. On va essayer, donc Génel en ligne, c'est vraiment les aléas du direct. Ça serait vraiment dommage qu'on l'entende pas, donc on va essayer de la mettre près du micro pour que vous l'entendiez. Vous dites dans le chat, les personnes qui assistent au webinaire, si vous n'entendez pas ou si le son est désagréable, tant pis, on annule l'opération, mais l'idée, ce serait quand même qu'on puisse entendre un peu Nel. Alors, je tente. Vas-y, Nel, si tu veux t'exprimer. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Ah, waouh, tout le monde a l'air super content. Génial. Bah alors, Nel, si tu veux bien peut-être nous dire pourquoi tu as participé à ce concours et qu'est-ce que tu espérais en y participant de ton côté. Ça marche. Juste, je précise que du coup, j'ai dû couper le son sur mon ordi parce que sinon, ça fait doublon, donc j'entends que Nathan. Mais voilà, je dis juste ça, je vous vois tous hocher la tête par ailleurs, et c'est super. Du coup, ah oui, alors la question, c'était pourquoi j'ai participé. Alors, comme je l'avais expliqué à Tom et Nathan quand on s'était rencontrés ensuite, j'ai découvert le concours par l'entremise de la story de Clémentine Beauvais, évidemment, qui est toujours la personne privilégiée par laquelle je m'informe sur les réseaux sur l'actualité de la littérature jeunesse. Et en fait, pour répondre en même temps à quoi je m'attendais en y participant, la réponse est évidemment à rien, puisque je suis le genre de personne qui a beaucoup de mal à concilier les prémices un petit peu de ma vie de personne qui a envie d'écrire et qui essaie d'écrire un petit peu, avec le fait de le faire au quotidien et de vraiment implémenter ça dans ma vie. Et c'est pas devenu une habitude facilement, c'est pas un truc que je fais régulièrement, ni avec des ambitions particulières, etc. Et donc en fait, depuis que je suis assez jeune, le concours de nouvelles, d'une façon générale, c'est devenu un petit peu juste une raison d'écrire. C'est qu'en fait, comme depuis longtemps, je vais pas forcément m'y mettre parce qu'il y a d'autres aspects de la vie qui prennent le dessus. Et je me dis, ok, je vais participer à tel concours comme ça. En fait, ça m'oblige à le faire, entre guillemets. Ça me donne une deadline, un thème. Et tout ça, ça m'aide beaucoup, en fait, à mettre en forme des idées qui, sinon, sont très volatiles et qui vont rarement se mettre sur le papier, finalement. Et donc, je m'attendais à rien du tout. En fait, je me doutais qu'il y aurait énormément de participantes, etc. Donc, et en plus, il s'avère que je suis dans la vie, je suis co-rédactrice en chef, bénévole évidemment, d'une revue en ligne. Et quand j'ai participé au concours, j'ai dit à mes co-rédactrices, bon, vous inquiétez pas, évidemment, je vais pas gagner. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra utiliser cette nouvelle-là qui est dans le thème du numéro de ce trimestre. Bon, du coup, quelle ne fut pas leur surprise quand je leur ai dit qu'on n'allait pas pouvoir l'utiliser, malheureusement. Mais voilà, donc c'était, voilà, pour répondre à ça, je ne m'attendais pas à grand-chose. C'était encore une fois juste une excuse pour écrire quelque chose. Et puis, bon, ça s'est très bien terminé. Donc, je suis très heureuse de ça. Super. Et est-ce que tu as toujours eu envie d'être publiée ? Est-ce que justement, c'est un but pour toi de devenir une autrice publiée, au même titre, par exemple, que Clémentine Beauvais ? Oui, je vais pas mentir. Ouais, c'est un truc auquel j'ai absolument toujours pensé. Je pense que aussi quand on est amoureux de la littérature, quand on est amoureux de la littérature jeunesse, peut-être en particulier, j'ai l'impression que c'est très commun d'avoir ce type de projection très jeune. Enfin, moi, ça a absolument toujours existé. Et puis aussi dès que, parce que j'en ai engrangé énormément, comme Yasmine, comme beaucoup de gens, de la littérature ado jusqu'à la fin de mon lycée, en tout cas à la médiathèque, j'en lisais des dizaines et des dizaines. Et dans ces cas-là, on commence à aussi
reconnaître un peu les noms des auteurs, commencer à avoir une espèce d'organigramme de ce milieu-là qui se dessine un petit peu confusément dans notre tête. Et ça donne très envie d'en faire partie aussi parce que je trouve que c'est la face du statut d'auteur qui est la plus alléchante. Enfin, je veux dire, avoir l'occasion de rester soit dans les mondes de l'imaginaire, soit dans la peau des jeunes gens, des ados, etc., alors même qu'on est un auteur accompli, tout à fait adulte, etc. Moi, je trouve ça extrêmement enviable. Et moi, ça m'a toujours donné envie. J'écris depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Alors des trucs plus ou moins informels, hein, et puis j'ai participé à pas mal de concours de nouvelles dans ma vie, mais qui n'avaient pas du tout comme issue une quelconque publication, évidemment. Mais voilà, c'est un horizon qui m'a toujours donné envie, d'autant que bon, alors moi j'aimerais bien travailler dans l'édition, mais du coup c'est quand même deux tâches qui sont plutôt complémentaires, enfin pas forcément en termes de temps, mais en termes en tout cas de ce qu'on fait de sa vie. Et voilà, ouais, c'est un truc qui me ferait plaisir. Et donc, du coup, c'est un grand honneur d'être publié pour la première fois grâce à vous. Et j'espère que c'est une première étape vers plein d'autres belles choses. On espère aussi, évidemment. Est-ce que, justement, tu as des projets d'écriture ? Oui, j'en ai. Alors, justement, je pense que ce concours et cette nouvelle m'ont fait un petit déblocage parce que moi j'ai un petit problème. Alors je pense que beaucoup de gens qui écrivent se reconnaîtront dans ce que je vais dire, mais moi je suis je pratique beaucoup l'exercice de style dans la vie. Voilà, c'est un peu ça que je sais faire souvent. C'est qu'en fait je vais avoir une espèce d'idée, une sorte de mini-histoire qui va en fait se formaliser en une nouvelle de une page, 2 pages, etc. Et puis ensuite je m'appelle Nel Gallet. Et il y a quelqu'un qui a demandé mon nom dans le chat. Et donc souvent, voilà, ça prend la forme d'exercice de style où, disons, d'une manière un peu, en fait, pompeuse, peut-être pas très organique, je vais exercer ma plume sur une page ou deux. Puis en fait, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'intrigue. Et fondamentalement, il n'y a pas non plus vraiment de personnages. Souvent, je les esquisse d'un trait. Mais c'est vraiment dans une nouvelle très courte, etc. Et puis en fait, il n'y a en tout cas pas de développement. Et moi, j'ai l'impression d'avoir généralement ce problème-là, d'être un petit peu bloquée et d'être très à l'aise avec le fait d'écrire des textes très courts, mais d'avoir très peur d'écrire des textes plus longs. Et là, la publication de cette nouvelle, je me suis dit, bon, comme c'était une espèce de petit accomplissement sur ce plan-là, sur le plan de la nouvelle courte, je me suis dit, bon, maintenant, il serait peut-être temps de passer à l'étape suivante. Ça y est, on se lance, etc. Donc, oui, en fait, depuis que j'ai appris que j'avais gagné le concours, et encore merci à vous, je me suis mise à écrire un petit roman. Alors, bon, pour l'instant, voilà, je vous le dis en exclusivité absolue et totale. Hein, voilà. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, mais si je dois teaser un petit peu, c'est une histoire de vendange et d'entomologiste. Voilà, si ça vous inspire, c'est ça mon projet. Écoute, ça nous inspire beaucoup. Merci beaucoup, Nel, d'avoir été avec nous vocalement, même si on a ton image figée. Et, oui, désolée pour les difficultés techniques, je suis une très vieille personne. Et pour celles et ceux qui veulent la rencontrer, Nel sera en dédicace, du coup, pour dédicacer sa nouvelle sur notre stand au SLPJ, le stand A15A. Donc, vous pourrez évidemment venir découvrir sa nouvelle dans Enquête d'un grand peut-être, tome 2. Merci beaucoup, Nel. Merci à toi, merci à vous. Du coup, pour rappel, sa nouvelle, donc Nel Gallet, c'est sa toute première publication d'Enquête d'un grand peut-être, tome 2, qui sort la semaine prochaine en librairie, le 26 novembre, pour le lancement du SLPJ. Avant qu'on passe peut-être aux questions du public, est-ce que Tom, tu veux juste nous parler de la liste des 25 jeunes auteurs et autrices qu'on a mis dans Enquête d'un grand peut-être, tome 2 ? Oui, donc il y a plein de contenus qu'on n'aura pas trop le temps de présenter aujourd'hui dans ce livre, mais il y a notamment une nouvelle liste de 25 nouveaux romans incontournables. Dans le premier livre, on avait fait une liste de 100 romans sur 20 ans. Donc là, pour 5 ans de littérature ado, on a fait une liste de 25. Donc pour vous montrer un petit aperçu, on a donc une grande liste qui a été faite par un jury d'une centaine de professionnels, même 150 cette année. Et on voulait aussi faire une liste donc, de 25 autoristes qui feront le 21e siècle. Alors c'est un titre très
alléchant pour mettre en avant 25 auteurs qu'on aime, qui sont pas forcément nouveaux dans l'édition, mais qui sont peut-être moins connus, moins mis en avant, et en tout cas que nous, on adore, et aussi des très jeunes qui ont publié un roman ou deux, et qu'on pense être l'avenir de la littérature ado. Donc, voici un aperçu. On a donc évidemment Yasmine dans ces auteurs-là, et plein d'autres auteurs que vous connaissez peut-être. Donc voilà un aperçu de la liste. Vous pourrez là aussi la découvrir dans le livre. Je galère avec le fait que l'écran est en miroir. Je vais jamais dans le bon sens. Donc voilà, et pour rappel, donc, je vous montre la nouvelle aussi de Yasmine qui s'appelle Le Brûleur. Hier, j'étais en interview pour une radio, et la journaliste me disait que dans ses 3 nouvelles préférées, il y avait Le Brûleur, et nous aussi on l'adore. C'est une nouvelle vraiment du fantastique pur. Merci beaucoup. Et presque, enfin, du fantastique pur et un peu angoissant. On est presque dans le on s'en approche en tout cas. C'était l'idée. Et que tu nous as livré comme ça, presque sans retouche. Donc c'était un plaisir de travailler aussi. Alors, pour la petite histoire, c'est la première nouvelle que j'ai écrite. C'est un des premiers textes que j'ai écrit. C'est le premier texte que j'ai écrit. C'est vrai? Ouais. Et en fait, je l'ai retravaillé un peu comme Les mots de poussière, qui était un texte que j'avais envoyé à Diveka. Et finalement, il va le publier chez Nathan dans la collection Cours Toujours. Génial. Et en fait, souvent, je laisse un texte, et puis après, 1 an après, je vais le retravailler, et après retravailler. Et puis là, du coup, comment dire, mes textes me tiennent beaucoup à cœur. Et du coup, quand je l'ai réouvert, c'était donc 3 ou 4 ans après, c'était nul. Mais quand je te dis nul, et ça montre comme quoi on progresse vraiment en pratiquant, quoi. Du coup, je l'ai repris pendant, je sais pas, 2-3 semaines, 1 mois, et donc je savais que ce texte me tenait à cœur, et là, j'ai pu travailler du coup la stylistique, et c'est marrant de voir ces erreurs d'avant, et vraiment l'écriture, c'est quelque chose qui se travaille. Dire, elle est pas. Je suis très touchée que tu dises qu'elle a été à peine. Il n'y a pas eu à faire beaucoup de corrections éditoriales, mais moi, ça fait des années que. Je me permets juste de vous rappeler qu'il reste un peu moins de 10 minutes, donc le live s'arrête à 45. Oui. Donc pour les participants, ceux qui regardent le live, n'hésitez pas à poser des questions à l'écrit, et moi dans les 5 dernières minutes, j'essaierai de les poser, mais après on peut peut-être déjà commencer les questions si vous êtes prêts. Oui, allons-y. Je ne sais pas si tu avais terminé, Yasmine. Oui. Ok. Alors moi j'avais relevé une question de Sandrine au sujet de Phosphore. Est-ce que le fait de passer au digital est payant? Est-ce que les ados et les structures comme les médiathèques, CDI peuvent s'abonner? Il y a un système d'abonnement, ou est-ce qu'ils peuvent payer? Il y a un système d'abonnement exactement comme avec la version papier, c'est-à-dire que dans les CDI, les profs doc peuvent installer Phosphore sur les ordis, sur autant d'ordis qui veulent. Dans le sens, est-ce que c'est payant, est-ce que ça marche? La réponse est ça prend du temps. Effectivement, il faut réussir à convaincre les parents que payer pour du digital, ça peut être intéressant, qu'on peut faire du temps d'écran utile. Nous, notre objectif, c'était pas de dire on abandonne le papier pour abandonner le papier. C'est juste que notre objectif principal, c'est de toucher les ados. Et que pour parler aux ados, aujourd'hui, il faut aller sur des écrans. Donc, du coup, on a fait ce choix d'aller sur les écrans, mais ça prend un peu de temps. C'est une éducation aussi à faire, qu'on peut lire des choses intelligentes sur les écrans, alors que souvent, on fait un raccourci en disant écran égale plein de fake news et plein de choses débiles. Donc, voilà. Donc, ça prend un peu de temps, mais on est content du résultat. Et c'est une observation à laquelle, je me permets juste d'ajouter ça, nous, on adhère totalement avec Tom. C'est aussi pour ça que ça nous semblait super pertinent de bosser avec Phosphore et sa nouvelle version numérique. Le tome 2 d'Enquête d'un groupe peut-être, il s'appelle de manière un peu provocante « A-t-on encore besoin de la littérature ado ?» à une ère où on dit que les jeunes ne lisent plus et que les études montrent que les jeunes lisent de moins en moins, etc.
Après, il y a beaucoup d'études qui ont aussi des acceptions de la lecture assez restreintes et qui ne prennent pas en compte notamment tout l'aspect numérique, des plateformes comme Wattpad, des plateformes comme Webtoon, la lecture qu'on peut faire sur les réseaux sociaux ou avec des magazines comme Phosphore. Et donc, pour nous, c'est super important de montrer que oui, les écrans peuvent être entre guillemets un danger ou une concurrence pour la lecture, mais que c'est aussi très complémentaire et qu'il ne faut pas prendre les ados pour des idiots non plus et qu'ils s'informent, ils lisent et tout n'est pas perdu. Non, sinon on arrête tout. C'est ça. Est-ce qu'il y avait une dernière question peut-être avant qu'on termine? Oui, il y a une question pour Yasmine. Yasmine, comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre les messages ou les sensations que tu veux passer et le kiff de lecture des enfants / adultes? C'est une question très très pertinente, vraiment. Eh bien, c'est mon dilemme, c'est mon problème de tous les jours. Parce que il y a beaucoup d'auteurs qui disent qu'ils veulent pas faire passer de message, mais pour moi, on en passe toujours un. Parce que quand tu écris une histoire, tu montres ta vision du monde. Et c'est extrêmement dur pour moi de créer un nouveau narratif et de faire attention à ce que je raconte d'une communauté, d'une culture, parce que malheureusement, je me sens un peu seule là-dedans, et de garder, comme vous l'avez dit, du coup, le kiff. Et c'est vraiment un équilibre. Là, c'est exactement le problème que j'ai dans mon 2e tome. C'est faire attention à ce que je raconte, parce que malheureusement, même si je suis une petite goutte dans l'océan, il n'y a pas beaucoup de littérature jeunesse qui reprennent ces thèmes-là. Et dans le Talisman des 4 dragons, du coup, il y a un système de croyance, il y a une religion qui concerne du coup 4 grands dragons avec 4 clans. Alors ça reste une aventure fun parce qu'on a une héroïne qui s'appelle Nayla qui est un petit peu, qui me fait penser un petit peu à Naruto, qui a plein de bonne volonté, mais c'est pas si réel. Elle n'est pas maligne, elle n'est pas et elle est accompagnée d'un Fennec avec qui elle se dispute tout le temps, l'esprit Fennec. Et du coup, le but c'est que ce personnage il soit marrant. Elle fait plein de bêtises, etc. Mais derrière, il y a un système de croyance de ces dragons avec qui elle va devoir rencontrer 4 et elle va devoir essayer de réparer le talisman des 4 dragons qu'elle a participé à casser en faisant des bêtises. Et du coup, dans cette saga, dans cette série-là, c'est vraiment ça. Hein. C'est avoir une héroïne fun avec un esprit Fennec avec qui elle se dispute tout le temps, mais en même temps, je parle d'un système de croyances. Donc, qu'est-ce que dit mon histoire de la religion, des croyances et des légendes? Donc, c'est exactement... Si vous avez une solution... Merci beaucoup, Yasmine. Je sais pas, ouais, Nathan, tu avais... Non, j'allais juste dire, je pense qu'il va falloir qu'on termine, mais du coup, je voulais juste rappeler que En quête d'un grand peut-être, tome 2 sort donc en librairie la semaine prochaine, le 26 novembre, en même temps que la carte que Tom montre, qui est la nouvelle carte des 100 incontournables de la littérature ado. C'est un grand poster qui reprend une liste de 100 lectures incontournables qu'on peut conseiller aux ados. Donc, elle sort en même temps, le 26 novembre, au SLPJ si vous venez, ou bien sûr, dans toutes les librairies. On est distribué par Serendip, donc vous pouvez le commander auprès de vos libraires préférés. Et nous, on aura un stand, le stand A15A, sur lequel vous pourrez retrouver en dédicace Nel, qu'on a entendu tout à l'heure, Yasmine. Voilà, je pense que Phosphore sera dans les parages sur le stand de Bayard Jeunesse également. Tout à fait. Merci à tous pour vos superbes interventions. Je vais juste terminer avec une remarque de Fanny qui dit, pas de question, mais juste une remarque. En tant que bibliothécaire, je remarque que la littérature ado attire de plus en plus les adultes. En tout cas, beaucoup d'usagers s'arrêtent dans le rayon ado et admirent les couvertures, et je trouve ça génial. Voilà, je trouve que c'est une belle remarque pour la fin de ce live. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Pas toi, tu te coupes. Après, tu coupes pas ton micro sur ta caméra, en fait, finalement, jamais. Ok. Quand tu l'as désactivé, tu l'actives en un bloc, parce que sinon, si tu coupes ton micro et ta caméra, ça fait des images comme ça. On a fait ça.